dans un univers bien connu, celui de Senseiya. Et mon cher Adibou, évidemment, toi, c'est une de tes licences de Et cœur. oui, et oui, c'est la toute première œuvre que j'ai achetée du début à la fin avec mon Waouh! argent. C'est la Waouh! toute première chez Zodiac et ça date d'il y a une éternité pour le coup. Et là, on arrive avec, comme tu l'as dit, un spin-off Senseiya Darkwing. Et d'ailleurs, je remercie toi déjà, Caro et Kurokawa, puisqu'on a reçu bien, des informations supplémentaires directement de l'éditeur, donc Kurokawa, qui nous explique que, bon voilà, les Chevaliers du Zodiac, on connaît depuis des années, il y a eu plein de d'œuvres qui sont sorties autour de ça, que ce soit avec la partie féminine, que ce soit avec les Lost Canvas, que ce soit même avec une BD, finalement, qui est Ouais, sortie il n'y a pas si longtemps que ça, axée Cocorico, puisque Jean c'est du Malquier. français, exactement. Jean Malquier, qu'on a eu la chance d'interviewer du côté de Mangasure, qui nous avait fait le plaisir de nous raconter comment c'était Yes. créé cette BD qui était un mix entre une BD et de l'animé. Le mec s'amusait à Ouais. faire des mouvements chez lui pour vraiment retransmettre bien comme il faut le mouvement. Et on ne s'arrête pas là du côté de Senseiya et on va même plus loin avec cette œuvre qui est un spin-off mais qui se passe vraiment dans un univers qui est alternatif, hein. Vous savez, il y a vraiment le mot multiverse qu'on entend maintenant à toutes les sauces. Eh ben, Senseiya Darkwing, il y a un peu ce côté-là finalement, ce côté parallèle, multiverse, etc. Qui fait que c'est hyper cool et hyper rafraîchissant d'avoir cette isekai, parce qu'il est présenté comme un isekai, notamment par les médias japonais. Grosso modo, avec Senseiya Darkwing, on va suivre la vie d'un lycéen qui s'appelle Soichiro Tokito. Il est élève en première classe au lycée privé international, enfin de l'université internationale Grade. Donc déjà là, il y a une cloche qui commence à sonner. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'on n'a pas forcément quelqu'un qui ressemble à Seiya ou à Pégase, entre guillemets, chevalier de l'armure de bronze de Pégase. On démarre tout de suite avec un héros voilà, qui s'éloigne, on va dire, de ce qu'on avait l'habitude de voir, avec toujours ce côté très proche du chevalier peut-être le plus emblématique de toute l'œuvre de Masami Kurumada. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais c'est évidemment Masami Kurumada qui a validé. Le scénario, c'est Kenji Saito qui l'a écrit, mais le dessin, c'est Shinshu Ueda qui s'en occupe. Donc on est vraiment sur une œuvre que je vais appeler de contemporaine, des spin-offs contemporains. C'est la même pour One Piece du roman, c'était épisode 1. Voilà, Ouais. donc c'est pareil. Pareil pour le spin-off de Demon Slayer. On dit ok, voilà, je valide ton dessin, je valide ton scénario et ça permet à plein de gens de bosser autour. Et ça, je trouve ça hyper cool et hyper rafraîchissant. Donc un point de plus pour Sensei Darkwing. Donc on va suivre ce jeune lycéen. Il fait partie des plus grands élèves de cette université et tout le monde est en croisière. La croisière s'amuse apparemment très fort pour ses adolescents plus plus. Il y a même son frère Sojiro, son ami d'enfance Katleya, son premier amour Yoruhime, plein d'autres élèves et tous ont une spécialisation. Lui, par exemple, Soichiro, c'est un génie du piano. On va avoir d'autres gars, bah, c'est plus les arts martiaux. Il y en a une autre, bah, Yoruhime, justement, elle, c'est le violon. Il y en a un autre, c'est le design, etc. Donc, en fait, vous l'aurez compris, le côté grande université fait que, en fait, tu as les plus grosses têtes limites du pays qui sont présents et qui ont des responsabilités sur les épaules, des aspirations immenses. On leur dit déjà, les gars, vous allez changer le monde, rien que ça. Donc pendant que tout le monde kiffe sa croisière, hein, décidément, ça se passe bien. Ils sont à côté de Santorin, je crois. En tout cas, ils sont dans la mer Égée, pas loin de la Grèce. Là encore, petit clin d'œil qui va bien. À un moment donné, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais il y a un faisceau lumineux énorme, une sorte de feu purificateur qui frappe le bateau. Et là, c'est le bordel. Tu vas avoir des morts instantanées. Il y a Ah des élèves que mince! tu as à peine eu le temps de voir qui vont disparaître instantanément. Et évidemment, Des os. des os, pas des os, ouais. Et évidemment, tu as Yoruhime, donc l'amour de Soichiro, le personnage entre guillemets principal, qui va, tu sais, tomber parce que forcément, le faisceau, faut un bordel pas possible. Et lui, naturellement, instinctivement, va sauter dans le vide, va l'attraper dans ses bras. Et contre toute attente, il va pas se passer un miracle. Il va tomber dans l'eau et il va succomber avec elle. Et je trouve que d'ailleurs ce passage, il est hyper émouvant. Je sais pas pourquoi, ça m'a fait un truc de regarder ça. Tu vois, et son frère qui le regarde tomber et genre, voilà, c'est sayonara. Ils savent très bien que c'est fini. Et du coup, il s'enfonce dans la mer Égée.
Et tu vois, il y a le côté très sombre, très noir, il entend des voix, il sent la viverne arriver, etc. Enfin bref, il y a un bail un peu chelou. Et 1 an plus tard, il se réveille. Et il se réveille en mode, mais comment ça se fait? Je croyais que j'étais mort en fait, genre c'est quoi ce délire? Et celle qui est à son chevet, bah, c'est Yoruhime, son coup de cœur. Donc là, il est super content, c'est la fête, en fait, je suis pas mort, c'est incroyable. Et Yoruhime lui dit, bah en fait, frère, t'as dormi 1 an. Et en fait, ici, on est à Élysion. On est aux Champs-Élysées et toutes les personnes que tu vois autour de toi sont mortes. Ah. Et du coup, bon, déjà, premier trauma. Il dit, ok, très bien, on est tous morts. Mais donc, du coup, je suis au paradis parce que tout le monde a l'air d'être super heureux et tout. Après, il y a un truc que je comprends pas, c'est que je suis hyper balèze. Genre, il est vraiment musclé comme il faut, impeccable. Alors que dans le manga, Freyman, il te dit, ouais, ça fait longtemps que j'ai arrêté les arts martiaux. Du coup, bah, j'ai plus de muscles ni rien. Et là, quand il se réveille, le mec, il est carré dans l'axe. Et il a sur son pec une marque, ou tatouage, comme vous préférez, mais plus une marque de la fameuse Viverne. Et du coup, Yoruhime lui explique que, eh ben, oui, tu es évidemment aux Champs-Élysées, ça se passe bien, mais toi, cette marque, elle n'est pas random, elle n'apparaît pas par hasard. Moi, je suis devenu Pandore, un des spectres du grand maître tout-puissant que tu vas rencontrer dans pas longtemps. Et toi, bah, probablement, cette marque, eh bien, elle représente Viverne, l'un des généraux tout-puissants Waouh. d'Hadès, l'empereur des ténèbres. Et du coup, bah, il va voir Hadès. Et là, bah, il se fait adouber presque finalement comme évidemment le juge, peut-être même le plus fort des juges, la Viverne de l'étoile céleste de la férocité. Donc vous l'avez compris très rapidement, ce qui est cool, un autre bon point, une autre gommette à poser sur Senseiya Darkwing, c'est qu'on va voir, et ça depuis, on va dire, l'arc My Hero Academia des méchants, où on comprend vraiment pourquoi les méchants sont méchants, etc. Ben là, c'est la même chose, on va vivre Senseiya, non plus au travers des gentils, d'Athéna, de Pégase, de ce que vous voulez, on va vivre l'histoire au travers des méchants, au travers de l'un des juges d'Hadès. Et en fait, tu te rends compte que, ben non, enfin, tu te rends compte. Hadès te dit que, ben, en fait, la méchante, c'est Athéna. Elle a détruit notre endroit idyllique, on a dû se réfugier aux Champs-Élysées, elle a détruit une quantité phénoménale de mes spectres, je peux pas tous les réanimer, c'est la cata, il faut que tu ailles tuer Athéna parce que sinon c'est fini, quoi. Et en fait, ben, plus t'avances et plus tu doutes, tu te rends compte que même du côté d'Athéna, il y a des informations qui te laissent penser que, mais en fait, c'est peut-être pas Athéna qui a ordonné des choses, mais en même temps, le faisceau lumineux, c'est un feu purificateur, donc c'est une force pareille, ça peut être qu'Athéna finalement qui utilise ça. Et plus tu avances, plus tu te poses des questions finalement. Et à la fin du tome 1, tu es vraiment en mode, attends, il faut vite le tome 2 parce que là, tu te laisses sur un cliffhanger, sur plein de questions, etc., qui restent en suspens. Donc malheureusement, le tome 2 ne sortira que le 11 mai, donc on va devoir patienter légèrement. Mais vraiment, c'est mortel. Et en plus de ça, il y a évidemment du fan service qui est vraiment très bien distillé, je trouve. Bon, déjà, l'université Grade, bon, ça m'a fait sourire, mais tu vas avoir des apparitions, tu vas avoir des souvenirs, tu vas avoir vraiment ce côté multiverse, en fait, qui est totalement assumé et qui rend vraiment super bien. Et pour finir, bah, au niveau du trait, bah, je vous le disais, c'est quand même très contemporain. Mais le truc, moi, qui m'a le plus marqué, et c'est marrant parce que ça s'appelle Senseiya Darkwing, c'est la gestion, on va dire, du foncé, la maîtrise du noir et du blanc, de la lumière et de l'ombre, qui est équilibré quand c'est neutre. Mais dès que tu sens que le côté obscur de la force est présent, là, le noir prend vraiment une ampleur hyper perceptible. Et pareil, quand c'est plutôt, tu vas avoir un pan sur les chevaliers d'Athéna, bah, là, ça va être très clair et tout s'oppose de manière assez folle. En fait, il y a un vrai coup de pinceau, enfin un vrai coup de crayon du côté du dessinateur. Et ça, honnêtement, bah, c'est un vrai kiff. Les planches sont hyper dynamiques. C'est pas plan-plan. C'est très, encore une fois, dans l'air du temps, très contemporain. Et en vrai, bah, j'ai passé un excellent moment devant Senseiya Darkwing. Donc, pour le moment, je ne peux que vous le conseiller. Après, moi, je suis fan. Donc, peut-être que j'ai été un peu... voilà, le côté nostalgie, tu vois, qui n'avait pas marché avec Baki. Bah, peut-être que là, il a fonctionné avec Senseiya. Mais même s'il y a beaucoup de choses à intégrer, notamment lors des, je sais pas, 20-30 premières pages, hein, je ne vais pas dire que c'est indigeste, mais il y a quand même beaucoup de choses à retenir. Une fois que tu passes ça, l'histoire se met en branle très facilement. Il y a pas mal de retournements de situation, des points d'interrogation, des retours de chevaliers, de machin de bidule. Et ce qui est aussi très cool, c'est qu'on démarre pas
avec Pégase. On démarre pas avec les chevaliers de bronze. Là, tout de suite, ça prend une dimension très puissante. Genre vraiment, c'est assez impressionnant de voir que tu te poses même pas la question de mais où est Iki, enfin où est le chevalier du Phénix d'Andromède. Non, tu t'en fous. On s'en Là, tape. on s'en tape. Là, directement, t'as les boss de fin de game. Le mec, c'est la Viverne. C'est l'un des 3 juges d'Hadès, quoi. Genre, et forcément, pour lutter contre le juge, il faut Un des Wyvern. chevaliers, il faut des chevaliers un peu. Voilà, donc tu vas pas avoir des chevaliers d'argent, tu vas pas avoir des chevaliers de bronze. Bref, c'est grave cool. Le manga, pour le moment, déchire. Il y a 3 tomes au Japon. Le premier en France, le deuxième qui arrive le 11 mai. Et j'ai passé un excellent moment dessus. Mais merci beaucoup Cool. Adibou, ça donne très envie. Le chat va se ruiner, ça se voit, ça se sent. Et je suis très contente qu'on parle un petit peu effectivement de ce côté un peu sombre, du côté des méchants, parce que nous allons rester dans cette thématique. Pour la review d'après, on reste du côté de la vilaine. Seule la mort attend la vilaine, c'est le titre qui est sorti.